Bonjour et bienvenue à cette présentation intitulée Entreprise sociale, une approche progressive de résolution des problèmes de chômage et de sous-emploi au Canada. Mon nom est Samuel Brault, je suis gestionnaire de programme en prévention et promotion ici à la Commission de la santé mentale du Canada et il me fera plaisir d'animer la session d'aujourd'hui. Et avant de commencer, juste pour vous rappeler les détails audio qui sont affichés en avant de vous. Par la suite, je vais présenter brièvement les présentateurs, vous rappeler quelques-unes des précisions au sujet du webinaire et vous passerez ensuite la parole aux présentateurs. Donc, en commençant, pour vous introduire aux présentateurs, nous avons avec nous aujourd'hui Mme Ethel Côté, qui est entrepreneur en économie sociale et solidaire, innovatrice et leader. Elle soutient le développement d'entreprises sociales depuis 35 ans. À ce jour, près d'1 millier d'organismes, institutions ou entreprises collectives ont fait appel à ses services et elle a formé plus de 31 000 personnes. Elle est récipiendaire de plusieurs prix prestigieux, dont entre autres l'Ordre de l'Ontario et l'Ordre des Caisses populaires de l'Ontario. Également avec nous, Mme Chantal Lessard, qui est présentement directrice par intérim au sein de groupe Convex, organisme à but non lucratif, incubateur d'entreprises sociales dans la région de Prescott-Russell, ici en Ontario, ayant comme mission de générer de l'emploi valorisant pour des personnes rencontrant des défis sur le plan de l'employabilité. Et puis également avec nous, M. François Vermette. François est directeur de développement et des opérations au chantier de l'économie sociale. Il détient une maîtrise en urbanisme de l'Université de Montréal, dont le principal sujet d'étude était le logement locatif. Il a travaillé avec de nombreux organismes communautaires sur les problèmes entourant le logement et l'aménagement. Avant de leur donner la parole, j'aimerais quand même apporter rapidement quelques petites précisions administratives. Et donc, la bande audio est disponible en mode radiodiffusion par le haut-parleur de votre ordinateur. Certains d'entre vous ont peut-être appelé sur la ligne directe et cela est correct, mais pour la plupart d'entre vous, vous allez écouter la présentation via le haut-parleur de votre ordinateur. Si vous avez des questions ou des commentaires, nous vous invitons à nous les transmettre en les entrant dans la boîte de dialogue Q&R dans le coin inférieur droit de l'écran. Veuillez noter que nous répondrons à la plupart des questions à la fin de la présentation. Donc, on vous invite à soumettre les questions durant la présentation. Nous allons les recueillir et à la fin, durant une période de questions et réponses, ça me permettra d'offrir des questions, de poser des questions plutôt aux présentateurs et présentatrices. Ce webinaire sera aussi enregistré. Donc, au courant des prochaines semaines, l'enregistrement, les diapositives et les liens vers les différentes ressources seront mis en ligne sur notre site web dans la section des webinaires archivés. Et cela me rappelle de vous indiquer que vous pouvez continuellement accéder aux différents webinaires que la Commission offre. Donc, vous pouvez y accéder sur la section des webinaires archivés de notre site web et réécouter les webinaires qui ont été offerts durant les dernières années. Enfin, vous pouvez dès maintenant télécharger les diapositives en sélectionnant les ressources et en cliquant sur le bouton « Télécharger le fichier » dans le coin inférieur gauche de votre écran. Donc, je vais me permettre quand même juste une minute ou deux de vous fournir un aperçu de c'est qui la Commission de la santé mentale du Canada. Et bref, nous sommes un organisme pan-canadien financé par Santé Canada avec le mandat de conceptualiser et diffuser des programmes et ressources qui favorisent la santé mentale et le bien-être des Canadiens et Canadiennes. Nous avons plusieurs projets signatures qui ont été développés au cours des dernières années, dont une stratégie pour la santé mentale du Canada, ainsi qu'un programme de logement d'abord intitulé Chez soi, Housing First. Nous traiterons aujourd'hui de la thématique qui centre sur l'employabilité des personnes aux prises avec des problèmes sérieux de santé mentale. La plupart de notre travail centre sur un rapport qui a été publié en 2013. C'est un rapport qui est riche d'informations et on vous encourage bien sûr à le consulter en profondeur suivant la présentation. Mais pour le focus d'aujourd'hui, bien sûr, nous focusons la discussion sur les entreprises sociales. Et c'est notamment un des endroits ou une des pistes clés d'action qui ont été identifiées dans ce rapport
Donc, nous sommes choyés aujourd'hui d'avoir avec nous les experts, Mme Côté, Mme Lessard et M. Vermette. Et donc, sur cette note, nous débuterons les présentations et je vais passer la parole en premier lieu à Mme Côté. Donc, à vous, Mme Côté. Merci beaucoup, Samuel, et bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. C'est toujours agréable de parler de ce que l'on fait, puis parce qu'on soutient et on marche et on chemine avec des centaines et des milliers de personnes dans toutes les provinces et territoires à travers le Canada. Donc oui, je vais vous parler des entreprises sociales. Les entreprises sociales, ils ont différentes caractéristiques. C'est sûr qu'on parle de valeurs, de principes et tout, mais c'est vraiment une entreprise qui a d'abord et avant tout une mission sociale. Étant donné qu'on a le mot entreprise et sociale, c'est vraiment intégrer des pratiques commerciales. Donc, on va vendre des produits et des services sur le marché, mais on va le faire avec une mission sociale, un processus démocratique, une dynamique où est-ce qu'on met les personnes au cœur de l'activité économique. Bien entendu, si on vend des produits et des services sur le marché, on espère avoir des surplus après avoir payé toutes nos dépenses. Donc, les bénéfices vont vraiment être repartagés pour le bien commun. Ça peut être réinvesti dans la mission de l'organisation et de l'entreprise, mais ça peut être aussi réinvesti dans la communauté, dans différentes initiatives de la communauté. Donc, toutes les entreprises sociales visent certains résultats, des résultats tantôt sociaux, économiques, parfois culturels et environnementaux. Donc, on veut créer des emplois de qualité, on veut changer le monde, on veut créer une meilleure qualité de vie dans nos communautés, on veut se doter des services de proximité. Pour la francophonie, exemple, hors Québec, ça peut aller jusqu'à avoir des projets pour la défense de la langue et de la culture et de l'identité. Donc, ça touche vraiment différents aspects et souvent, les entreprises sociales se dotent aussi de stratégies respectueuses de l'environnement. Je rementionne parce que c'est une valeur, un principe, mais c'est aussi dans l'action concrète de toutes ces entreprises-là, c'est le processus de décision démocratique. Donc, je vous partage la définition de l'Ontario. D'un bout à l'autre du pays, il y a différentes définitions et celle qui est la plus claire, la plus précise, c'est peut-être les entreprises d'économie sociale qui se situent au Québec, où est-ce qu'on reprend plusieurs des principes que je viens de mentionner. Et c'est souvent la définition qui a inspiré aussi tout le travail qui se passe un peu partout en développement des entreprises collective des entreprises d'économie sociale au Canada. En Ontario, la définition, elle ouvre sur un autre aspect. Elle tient compte des organisations communautaires en affaires, des coopératives, bien entendu, qui vendent des produits et des services sur le marché ou qui offrent des services de proximité, mais on intègre aussi à la définition les entreprises privées à mission sociale. Donc, c'est pour ça qu'en Ontario, on utilise comme grand titre ou grand nom les entreprises sociales parce qu'il y a aussi la logique du privé avec une mission sociale. Mais au Québec, c'est vraiment les entreprises collectives, les entreprises d'économie sociale dans une logique là, vraiment de groupes de gens qui entreprennent ensemble sous différents types de structures légales. Donc, si on regarde les définitions de l'Ontario, les entreprises sociales utilisent des stratégies d'affaires pour maximiser leur impact social et environnemental. Tout comme les autres entreprises, elles génèrent des revenus pour la vente de biens et de services, mais leur but premier est la création de résultats positifs, des résultats qu'elles mesurent. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup quand même de liens dans les mots, les termes, les principes. La grande différence, c'est la propriété. Est-ce que c'est une propriété individuelle qui peut avoir de l'impact dans la communauté ou c'est réellement une propriété collective ou que ça mobilise les membres dans la communauté? Donc, quand je donnais des exemples des entreprises sociales aident les communautés à réaliser des objectifs socioculturels, je vous en donne quelques exemples dans cette diapositive-ci. On parle d'emploi, mais on parle au niveau économique, on parle de création d'emplois. Mais on ne parle pas de n'importe quel emploi. On vise des emplois décents, avec des bons salaires, avec des salaires là, décents pour le travail qui doit être fait. On va parler aussi de renforcement du capital humain, d'encadrer avec la formation. On va parler dans le social et culturel aussi des logements abordables, la formation adaptée, les refuges pour femmes, la culture, le loisir. On voit aussi beaucoup de projets au niveau environnemental, de projets de recyclage, de projets d'énergie renouvelable, et on en retrouve vraiment un peu partout au Canada. Donc oui, une entreprise sociale, c'est d'abord et avant tout une entreprise. Elle devra entreprendre les différentes étapes
pour se développer, bien se gérer et éventuellement croître, on l'espère. C'est pas la croissance à tout prix, c'est une croissance pour avoir plus d'impact dans la communauté. Donc, le modèle d'affaires de l'entreprise sociale doit être viable. On investit tellement de temps, un groupe de gens à aller créer ces entreprises sociales, ces entreprises collectives, qu'on espère que ça va durer au-delà de notre engagement ou de notre investissement en temps au sein de ces entreprises-là, ou au-delà même de la durée d'un projet, que ça soit périn. Donc, pour ce faire, on va réaliser un canevas d'affaires, un modèle, un plan d'affaires. On va confirmer qu'on a une place dans le marché, qu'il y a des gens qui sont prêts d'acheter nos produits, nos services. On va aussi respecter les lois, les règlements, les taxes que l'on doit payer. On va aussi travailler sur notre gouvernance. Si on est vraiment dans une logique collective, si ça se passe au sein de notre agence ou une organisation, on est vraiment dans une logique collective, on va vraiment s'assurer que notre leadership est fort, que pour toutes les étapes de développement, on marche ensemble pour créer des entreprises sociales fortes. Et la structure légale, on n'est pas dans l'informel, elle est vraiment formelle, elle est reconnue par l'État et il y en a plus qu'une. On voit beaucoup d'organisations communautaires qui démarrent des entreprises sociales ou qui se transforment en entreprises sociales, comme on voit aussi des communautés qui vont créer des coopératives ou des organisations qui vont en soi être une entreprise sociale. En Ontario, ce qui est fascinant, puis un peu partout au Canada aussi, on reconnaît que c'est des étoiles montantes. On commence depuis quelques années à lever la voile sur l'envergure du réseau des entreprises sociales. Si on regarde au Québec, ça fait déjà, mon Dieu, François, tu pourras nous corriger, mais plus d'une dizaine d'années qu'on a documenté qu'il y a plus de 7000 entreprises d'économie sociale. En Ontario, avec le peu de recherche qu'on a fait, on sait qu'on en a plus de 10 000. On sait aussi que l'ensemble de ces entreprises-là peuvent à peu près égaler à entre 8 à 9 du PIB, du produit intérieur brut au Canada. Donc, à quelque part, quand les gens nous disent « Ah, ben, c'est une économie alternative, c'est une économie à côté de la vraie économie », ben non, on a un rôle actif dans la création d'emplois, dans la protection de l'environnement, dans la réduction de la pauvreté. Parce que nous, quand on fait des affaires, on le fait avec du cœur. On le fait avec la passion de vraiment réussir nos projets d'affaires, vraiment créer des emplois de qualité. Et quand on fait des argents additionnels, parce que c'est ça aussi un de nos objectifs, on le réinvestit dans notre mission sociale pour encore là créer de plus d'emplois et avoir vraiment de l'impact dans notre communauté. Donc, dans les structures, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais rapidement, il peut y avoir les coopératives à but lucratif et les coopératives à but non lucratif. Il y a une loi précise pour ça. Il peut y avoir les organisations communautaires qui vont avoir des activités commerciales, donc vendre des services et des produits sur le marché. Et ça, il y en a dans toutes les provinces et les territoires. Et dans certaines provinces et certains territoires, on reconnaît aussi dans la définition de l'entreprise sociale, les entreprises à but lucratif, mais qui se donnent une mission sociale, donc qui sont socialement responsables. Si on parle des principes maintenant, en résumé, car j'en ai nommé quelques-uns, il faut toujours répondre à un besoin. Il n'y a pas d'entreprise sociale qui se crée quand il n'y a pas de besoin. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un besoin dans la communauté. Nous, on propose un service et un produit pour y répondre. On va générer des revenus aussi en l'offrant dans la communauté. On est autonome de l'État. Même si on recevait des subventions puis qu'on avait nos activités génératrices de revenus, on prend nos propres décisions sur le développement, la gestion, la croissance, la gouvernance, l'embauche. On est démocratique et on favorise la responsabilisation des individus impliqués dans l'entreprise, mais aussi la responsabilisation du collectif. Les personnes sont au cœur de toutes nos activités, de toutes nos décisions. Donc, c'est vraiment les personnes d'abord. On ne crée pas des entreprises sociales dans une logique de faire de l'argent à tout prix, puis on va donner les pires salaires, puis on va essayer d'avoir le plus grand profit à la fin de l'année. On le fait pour créer des bonnes conditions de travail. Et la propriété, encore là, dans la logique plus anglo-saxonne, peut être individuelle, et très souvent, c'est une propriété qui est collective. Plusieurs personnes se demandent, mais oui, mais à la fin de la journée, les entreprises sociales, est-ce que ça propose des avantages concrets pour les personnes? Et oui, ça propose des solutions réelles à toutes les personnes qui ont des barrières à l'emploi. Vous allez entendre dans quelques minutes Groupe Convexe, qui est un modèle d'exemple précis, comment faire changer les gens dans une région rurale qui ne trouvait pas de l'emploi. Puis François va enchaîner aussi avec une autre stratégie, puis encore là, des preuves concrètes que
Il y a vraiment des stratégies entrepreneuriales qui créent des emplois décents, qui créent des solutions réelles pour aider à trouver de l'emploi de qualité à plusieurs personnes qui sont marginalisées par le marché de l'emploi. Ça favorise l'estime de soi, l'intégration en milieu de travail, la réelle inclusion sociale. Tout le monde parle de l'inclusion, il faut être une communauté inclusive, mais quand on regarde autour de nous, on voit bien qu'il y a du monde qui sont à côté de quelque chose, à côté du vent qui nous pousse. Mais les entreprises sociales se posent réellement la question sur comment être inclusif et ils le font. Puis pas juste dans la création de l'emploi, c'est aussi dans la structure démocratique, à tous les paliers de la gestion, du développement, de la croissance de l'entreprise. Donc, les emplois décents, oui, mais aussi un milieu de travail sécuritaire et de la flexibilité parfois au niveau des tâches de travail. Quand les personnes ont une barrière à l'emploi, ça peut être pour différentes raisons. Ils ne peuvent peut-être pas faire des journées entières, ils ne peuvent peut-être pas faire des 5 jours par semaine. Souvent, les entreprises sociales vont, pas toutes, mais celles qui embrassent cette notion d'inclusion sociale pour les gens qui ont des barrières à l'emploi, ils vont se doter des stratégies de flexibilité à l'emploi, des flexibilités pour la réalisation des tâches, tout en respectant aussi leur plan de match de produire les biens et services dans les délais, mais tout en respectant surtout les personnes qu'ils embauchent pour faire ce travail-là. Puis encore là, il y a toutes sortes de mécanismes d'encadrement, de formation et de soutien à la personne. Souvent, on offre aussi une sécurité d'emploi pour les employés qui ne peuvent pas travailler pendant un certain temps pour soit ils ont un problème de santé, ça peut être santé mentale ou autre, mais ils ont besoin vraiment d'une pause. On va regarder ça, puis on va vraiment créer cet espace-là très souvent. On offre de l'encadrement, de la formation, de l'assistance aux personnes. Et ça peut être en milieu de travail, mais certaines entreprises sociales vont le faire même dans la vie personnelle de l'individu. Puis on fournit vraiment un espace économique alternatif pour les personnes incapables de travailler plein temps. Finalement, imaginez, c'est pas un scénario idéal. Je ne parle pas d'un conte de fées, ça se passe réellement pour vrai. Et on voit réellement des gens qui vivaient dans la pauvreté, qui commencent réellement à s'en sortir de la pauvreté parce qu'ils travaillent au sein des entreprises sociales. Il y a le nouvel Institut de l'entreprise sociale, qui est une entité pan-canadienne, qui a créé une plateforme en ligne qui peut vous permettre d'aller visionner aussi des webinaires. Donc, ça se rajoute à la belle bibliothèque de ressources que la Commission offre, mais c'est spécifiquement sur les entreprises sociales. Beaucoup de formations en anglais, quelques-unes en français, mais ça va être à niveau. Un jour, on va en avoir autant en français qu'en anglais. Plein de ressources aussi que Chantal et François vont vous partager. Mais le Social Enterprise Institute, l'Institut des entreprises sociales, peut vous offrir des coupons via la commission. Et les coupons peuvent permettre d'avoir accès à des cours gratuits sur le site Social Enterprise Institute. Peut aussi vous offrir des coupons pour avoir accès à de l'appui et de l'assistance gratuitement. Il y a aussi 10, le coupon 3, c'est pour offrir jusqu'à une valeur de 750 $ de l'accompagnement aux organismes à but non lucratif qui sont en affaires pour développer vraiment leur stratégie d'offre au niveau des stratégies d'achat responsable, d'être capable d'offrir leurs produits et leurs services, mais peut-être à des institutions, Puis là, ce qui est intéressant, c'est quand on se développe cette capacité-là, on développe aussi notre marché dans une logique solidaire et ce sont des gens, des institutions, des universités, des hôpitaux qui ont une capacité de continuer à acheter nos services et nos produits et ça amène beaucoup plus d'argent au moulin pour maintenir ces entreprises-là. Puis il y a aussi un coupon 4, ça ne nous touche pas vraiment les agences, les organismes, mais ça touche aussi les grands employeurs canadiens qui pourraient avoir une formation et de l'accompagnement pour vraiment soutenir les entreprises sociales qui se créent et qui vendent des produits et des services sur le marché. Donc, dans le fond, si vous avez besoin d'un coup de pouce, de formation additionnelle ou de découvrir comment, si vous avez un produit et un service à vendre, comment bien le vendre et comment être certifié pour être reconnu un fournisseur d'achat responsable, de vente de produits responsables, vous pourriez juste nous écrire et à ce moment-là, on pourrait vous donner davantage d'informations. Sur ce, j'ai terminé et je passe la parole à ma collègue. Donc, bonjour, merci Étienne, bonjour à tout le monde. Comme Étienne l'a mentionné, je suis ici pour vous parler de Groupe Convexe. Mon nom c'est Chantal Dessart. Quelques groupes Convexe. Groupe Convexe est un organisme à but non lucratif qui fut incorporé en 2004. C'est un réseau de 8 entreprises sociales différentes
ainsi que plusieurs projets d'affaires dans la région de Prescott-Russell. Toutes les 8 entreprises sont sous l'incorporation de Groupe Convex. Groupe Convex est un employeur pour, en moyenne, 170 employés annuellement, dont 64% vivent avec un handicap. Groupe Convex génère 80% de ses revenus, avec des revenus d'opération de 4 millions par année. Groupe Convex a accès à des fonds diversifiés, des sources variées de soutien financier. C'est un partenaire local qui s'appuie également sur d'autres partenaires. Et surtout, c'est un organisme qui n'est pas parfait. Et puis, après 15 ans en opération, on apprend toujours. Donc, notre mission, c'est de générer de l'emploi valorisant par le biais de projets d'affaires pour les personnes de Prescott-Russell qui rencontrent des défis sur le plan de l'employabilité. Ici, on voit une carte des entreprises sociales de Groupe Convex au travers Prescott-Russell. Donc, on voit qu'il y a des restos. Plutôt à l'est, on a ExpressNet, qui est un service de peintre, de déménagement et aussi de coupe de pelouse à l'été. On a Antique Hawkesbury, qui est un service de restauration de meubles antiques. On a Recyclaction, qui est un centre de tri et dont je vais parler plus longuement. On a également 2 cafés. On a le café Le Plateau et Café Bistrot à Rockland. Café entre 2 barreaux, malheureusement, a été fermé. On a aussi un service d'emballage à Rockland et Harvesters, le Glanard, qui est un service d'utilité de main-d'œuvre agricole. Maintenant, sur la 417, on a aussi une menuiserie. Le bien fondé d'un modèle comme Groupe Convex, d'avoir des entreprises variées qui offrent une variété de possibilités d'emploi. Donc, avec une menuiserie, des restos, centre de tri, ça offre différents postes pour différentes compétences. Des rôles valorisants pour les personnes visées par notre mission, des postes avec la dignité du risque. On a des conducteurs de tracteurs de ferme, des conducteurs de chariots élévateurs et puis diverses machineries à la menuiserie de Castleman. Un système de gérance basé sur l'expertise technique. Donc, un menuisier de profession à la menuiserie, une gérante qui fut propriétaire de son propre resto pour plus de 15 ans, des entrepreneurs dans l'âme. Un système de comptabilité centralisé permettant aux entreprises de s'entraider. Si une entreprise n'a pas eu une bonne année financière, la beauté du réseau permet d'équilibrer le tout avec le surplus des autres et de lui permettre de reprendre le dessus par la suite. Donc, je vais vous parler plus particulièrement de Recyclaction. Recyclaction est une entreprise sociale qui était sous l'égide de Groupe Convex. L'émergence de cette entreprise est venue d'une idée d'un homme d'affaires de la région de Hawkesbury qui nous a fait part d'un grand besoin dans notre communauté. Il nous a dit qu'il n'y avait aucun service de recyclage pour les entreprises et les commerces de notre région. Donc, Groupe Convex a décidé de lancer un projet pilote en 2008. Au démarrage, on recyclait seulement que le carton. On a acheté une presse à carton, on s'est installé dans un garage commercial qu'on appartenait déjà et on s'est procuré un camion cube pour récupérer le carton sur la route de les commerces et les industries de la région. Développement et évolution de notre entreprise. En 2009, nous avons eu l'ambition de devenir le leader de la gestion des produits recyclés dans notre région. Les défis que nous devions faire face avec cette ambition. La nature de notre entreprise posait un risque à l'ensemble de l'organisation de Groupe Convex. Donc, il fut suggéré en 2011 d'incorporer Recyclaction. L'emplacement où nous étions, dans un petit garage, ne nous permettait pas l'expansion. Nous avons donc procédé à vouloir acheter un édifice et déménager l'entreprise. Par contre, nous n'avions aucune réserve de fonds pour acquérir un édifice convenable. Nous avons donc fait un partenariat
avec l'Association d'investissement industriel de Hawkesbury. Eux, ils ont acheté un édifice et nous sommes devenus locataires. Par la suite, nous avions aucun fonds de réserve non plus pour acheter de l'équipement. Donc, on a obtenu une subvention avec la Société de développement communautaire de Prescott-Russell pour nous permettre de s'acquérir d'un convoyeur, une ligne de tri, les chariots élévateurs, d'autres presses et tout l'équipement qui était nécessaire. On a procédé aussi à embaucher 20 personnes additionnelles. Donc, nous avons fait appel au Centre de services à l'emploi de Prescott-Russell pour nous aider à trouver les 20 personnes, passer les processus de l'entrevue et aussi obtenir des subventions salariales pour la formation de ces employés. Donc maintenant, 7 ans plus tard, nous sommes maintenant à 40 emplois maintenus dans Recyclation et donc 60% de ces personnes étaient à risque de chômage. Groupe Convex est maintenant propriétaire de cet édifice, 40 000 pieds carrés dans le parc industriel de Hawkesbury, en plus de divers sites de dépôt pour matières électroniques ainsi que pour le plastique agricole des différentes municipalités de Prescott-Russell. Nous recyclons 10 000 tonnes par année, 160 cueillettes sur la route dans les commerces et industries à toutes les semaines. Nous avons de plus un service de destruction de documents confidentiels sur place ainsi que sur la route. Nous sommes maintenant un centre de tri pour les matières de boîte bleue pour 6 des 8 municipalités de Prescott-Russell. Nous avons aussi récupéré la gestion du recyclage du plastique agricole pour tous les agriculteurs dans Prescott-Russell. Nous sommes aussi une exclusivité entre Ottawa et Montréal pour le recyclage de styromousse. Nous sommes les seuls à avoir la machine qui transforme le styromousse. Et puis, nous avons aussi un projet de 1 $ la tonne pour des projets environnementaux pour des jeunes. Donc, ce projet, à chaque année, 1 $ de la tonne qui est récupéré par municipalité est remis à un projet environnemental qui est monté par des jeunes. Ce n'est pas seulement que des jeunes de l'école, ça peut être, par exemple, les scouts ou les guides, pour toute organisation qui est créée pour des jeunes qui auraient un projet environnemental. Ils peuvent compléter le formulaire pour obtenir des fonds. Donc, les leçons dont nous avons appris durant ces dernières années, c'est d'avoir, ce qui est vraiment important, d'avoir des gens d'affaires sur notre conseil d'administration. C'est aussi de créer des partenariats et avoir l'implication du secteur privé. C'est de savoir reconnaître une opportunité d'affaires, un besoin, savoir les saisir selon le besoin du marché. C'est aussi de faire de la compétition loyale et saine. C'est d'embaucher du personnel de gestion qui ont une expertise technique. C'est d'avoir un engagement émotionnel. C'est important aussi, ne le faites pas pour de la charité. Centrez les actions sur les bonnes affaires. Vous devez vous identifier comme une entreprise d'affaires. Très important aussi, ne jamais déjeuner seul. Les liens se tissent, les partenariats se créent, les opportunités d'affaires se présentent lorsqu'on est avec d'autres. La qualité et la stratégie. Accroître la notoriété de l'entreprise sociale par des produits et un service à la clientèle exemplaire. Accéder à divers fonds et grandissez. Obtenez différentes sources, par exemple des subventions salariales, des subventions pour l'innovation, des subventions pour de l'achat d'équipements ou de la formation d'employés. Et la mission a plus de poids. Donc, c'est tout pour moi. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Bon, alors, bonjour, François Vermette. Je suis du chantier de l'économie sociale. Le chantier est une organisation qui intervient au Québec pour promouvoir l'économie sociale comme une partie intégrante de l'économie plurielle du Québec. On a des
beaucoup de liens avec d'autres organisations au Canada et même ailleurs dans le monde. Notre principale mission, nous, c'est de faire que l'économie sociale prenne sa place dans l'économie générale. On est pour un changement du modèle économique. Le chantier existe depuis 1996. Alors, ça a été créé comme un comité au départ en vue du sommet socio-économique sur l'économie et l'emploi en 1996. Et ça a poursuivi son travail et on s'est incorporé 2 ans plus tard, donc en 1999. Alors, on existe depuis ce temps-là. Dans nos principaux mandats, c'est de concerter les divers acteurs et partenaires de l'économie sociale, promouvoir l'économie sociale, ça c'est très important, c'est beaucoup ce qu'on fait. Aussi créer des conditions et des outils favorables à la consolidation, à l'expérimentation, au développement de nouvelles entreprises d'économie sociale, puis participer à la construction d'alliances. Alors, sur la partie créer des conditions et des outils, au fil des années, le chantier a créé d'autres organisations autour. Entre autres, on avait identifié que les entreprises d'économie sociale avaient de la difficulté à se financer, que les banques classiques avaient de la misère à les reconnaître, à comprendre ce que c'était, par exemple, un organisme sans but lucratif. Alors, on a créé des fonds d'investissement, parfois la plupart du temps avec l'aide des gouvernements. C'est des fonds d'investissement où on investit de l'argent, donc c'est des prêts pour les entreprises. Et ça fonctionne très bien. Donc, on a 2 fonds qu'on a créés, le Réseau de l'investissement social du Québec et la fiducie du chantier de l'économie sociale. Les 2 ensemble gèrent des fonds pour à peu près 70 millions de dollars. Des fonds donc qui sont entièrement investis dans des entreprises d'économie sociale. Donc, pour ne pas avoir à répéter ce que tous les autres ont dit, puisqu'il y a déjà ce qu'on aurait pu dire, en fait, se recoupe. On travaille exactement dans le même secteur. Moi, j'ai choisi de vous parler plus précisément d'un modèle d'entreprise d'économie sociale qui est celui des entreprises adaptées. Alors, les entreprises adaptées, c'est des entreprises qui sont créées avec un but précis, c'est créer des possibilités d'emploi pour des personnes vivant avec des maladies mentales graves ou avec des handicaps. Donc, c'est leur principale mission. Les entreprises d'économie sociale, en général, ont toujours une mission. C'est très souvent lié à l'employabilité, c'est très souvent lié à faire travailler des gens qui sont éloignés pour toutes sortes de raisons du marché du travail, mais pas seulement. Alors, il y a des entreprises d'économie sociale dont la mission peut être environnementale, elle peut être de développement local, elle peut être autre. Mais il y en a beaucoup en employabilité. Et puis moi, j'ai choisi de vous parler plus particulièrement des entreprises, du modèle des entreprises adaptées. Alors, qu'est-ce que c'est une entreprise adaptée? C'est une entreprise d'économie sociale, donc. Dans notre cas, comment on le définit au Québec, ça va être soit un OSBL, un organisme sans but lucratif ou une coopérative, mais dans le cas des entreprises adaptées, c'est toutes des organismes à but non lucratif. Elle emploie en tout temps au moins 60% de personnes handicapées et elle leur fournit un travail utile et rémunéré conformément aux dispositions là, du travail. Ça veut dire on ne peut pas payer en bas du salaire minimum. Ce n'est pas de l'occupationnel, c'est vraiment un travail qui est offert aux personnes dans les entreprises adaptées. Alors, c'est quoi leurs caractéristiques principales au-delà d'être une entreprise d'économie sociale puis d'avoir 60% de main-d'œuvre constituée de personnes handicapées? Alors, le type d'handicap peut être de toutes sortes, physique, mental, intellectuel. L'entreprise va produire des biens rentables, va être sur le marché concurrentiel, c'est-à-dire que les produits ou les services qu'ils vont offrir sont offerts sur le marché en général et sont en concurrence avec des biens qui sont produits par des entreprises normales. Donc, les personnes handicapées qui ne sont pas toujours compétitives ou qui n'ont pas toujours un rendement au travail égal aux autres, il va avoir une forme de soutien pour cette partie-là par Emploi Québec. Donc, il y a une partie de subvention pour combler cet écart-là de productivité qui peut être plus ou
plus ou moins important, et dans certains cas, nul. C'est-à-dire, dans certains cas, il n'y en a pas. Alors, au Québec seulement, ce modèle-là d'entreprise adaptée, il y en a ailleurs, il y en a ailleurs au Canada. Mais bon, moi, celles que je connais essentiellement, c'est celles qui sont au Québec. Il y en a 41 au Québec, entreprises adaptées, qui opèrent 57 places d'affaires parce qu'il y a certaines entreprises qui ont plus qu'un site de production. C'est 5000 travailleurs, dont 3800 sont des personnes handicapées. Et, mon Dieu, là, il y a quelque chose d'autre, moi, qui vient de s'afficher. Je ne vois plus ma présentation. Excusez-moi. Ah, voilà, merci. Dans 8 grands secteurs d'activité, puis il y a plus de 200 produits et services qui sont offerts. Alors, pour essayer de vous mettre ça un petit peu plus clair ou imagé, j'en ai choisi quelques-unes à vous présenter pour vous montrer ce qu'elles font, ce qu'elles sont. On pourrait commencer ici avec Axia. Axia, c'est une entreprise d'économie sociale fondée en 1975 qui est spécialisée en gestion immobilière. Ils font de l'entretien ménager commercial. Ils ont aussi une agence de sécurité et ils font aussi de l'emballage. Alors, et du support logistique. Par exemple, Axia, c'est eux qui font le ménage ici dans notre immeuble. On avait fait un appel d'offres auprès de plusieurs firmes et c'est eux qui l'ont emporté. On est extrêmement satisfait du service qu'on a. C'est Axia qui fait le ménage ici depuis déjà quelques années. Un autre exemple, dans un autre secteur, mais là, complètement différent, Atelier industriel Saint-Jean. Eux, ils font de la sous-traitance industrielle et alimentaire. Alors, par exemple, dans leurs clients, Blue Line, c'est les formulaires préimprimés. Vous en avez probablement vu, on peut acheter des formulaires préimprimés, ça s'achète là, dans toutes les papeteries avec soit sa facture ou des reçus, tout ça. En tout cas, Blue Line est spécialisé là-dedans et c'est eux qui le font. Et puis l'autre entreprise là-dedans que je connais bien, moi, c'est Gourmet du Village. Gourmet du Village font des petits produits alimentaires emballés, des sauces séchées, des salsas, des choses comme ça. Alors, il y a une partie du travail de ces entreprises qui sont complètement privées, qui est faite en sous-traitance par Atelier industriel Saint-Jean. Un autre exemple, encore une fois, dans quelque chose de complètement différent, CETAL, qui fait de la fabrication sur mesure de câbles et de harnais électriques. Alors, eux aussi travaillent beaucoup en sous-traitance d'entreprises privées et ils ont aussi une usine qui fabrique des produits d'emballage. Alors, on voit, eux, sont vraiment dans des secteurs beaucoup plus industriels. Ça va être des entreprises, par exemple, qui vont être très, très peu connues du grand public, puisque leur clientèle, c'est des industries. Alors, mais ils emploient des personnes handicapées et dans la plupart des cas, des personnes aussi avec des problèmes de santé mentale. Certex, c'est un joueur majeur au Québec dans la récupération et valorisation de vêtements. Ils récupèrent annuellement ou ils détournent des sites d'enfouissement 6 000 tonnes de matière par année. Alors, vous pouvez imaginer, c'est pas mal gros. Ils ont des assez gros entrepôts et ils sont situés à Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal. Alors, ils sont toujours puis certaines des choses qu'ils font, par exemple, quand ils vont récupérer, ils vont faire de la guenille qui est vendue à la livre pour les industries. Ils vont avoir aussi une friperie pour les vêtements qui seraient réutilisables. Et puis, ils travaillent aussi à faire du défibrage pour récupérer la fibre de vêtements. Alors, Certex, c'est un assez gros. Là, on parle de plusieurs centaines d'employés. Je pense que j'ai peut-être parlé un petit peu plus vite que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave, ça nous laissera peut-être un peu plus de temps s'il y a des questions. Ces exemples-là, je les ai tirés du site web du Conseil québécois des entreprises adaptées. Vous pouvez aller voir, les 41 entreprises du Québec ont une fiche et sont décrites sur ce site-là. Les entreprises adaptées sont toutes regroupées
au Conseil québécois des entreprises adaptées. Et le Conseil est membre du chantier et même représenté à notre conseil d'administration. Alors, je pense que c'était ma dernière diapositive. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, François, pour la belle présentation et aussi à Chantal et Ethel pour une série de présentations que nous sommes persuadés fournit un bon aperçu en termes de comment on peut mettre en place les modèles dans les différentes mesures que vous avez partagées. On a documenté quelques questions, puis bien sûr, on inviterait les autres participants à continuer à nous les soumettre. Puisqu'on a jusqu'à peu près une vingtaine de minutes, bien sûr, on peut finir un peu plus tôt, mais on a ce temps-là ensemble pour une période des questions et réponses. Si vous me permettez, je vais poser la question puis ouvrir à chacun d'entre vous, présentateurs et présentatrices, pour y répondre. Donc, la première question porte sur les autres endroits ou les autres populations qui pourraient bénéficier un peu du modèle d'entrepreneuriat social. Cette question ici se penchait sur la population des personnes vieillissantes. Et on se demandait si vous connaissez ou avez des conseils, mesures d'aide spécifiques à cette clientèle, et bien sûr comprenant qu'il y a un continuum, mais en termes d'autres populations, est-ce que ce modèle est applicable et si oui, qu'est-ce que vous en connaissez jusqu'à date? Je peux peut-être répondre un peu. Le concept d'entreprise sociale ou d'entreprise d'économie sociale, c'est une entreprise avec une mission. Alors, dans le cas de celle que j'ai présentée, leur mission, c'est de faire travailler des gens qui ont des handicaps ou des problèmes graves de santé mentale. On peut très facilement imaginer une entreprise sociale dont la mission serait de faire travailler des personnes vieillissantes et ça fonctionnerait tout aussi bien. Il faut avoir un modèle d'affaires et ensuite, ce modèle d'affaires-là, l'appliquer pour répondre à sa mission. Mais c'est tout à fait possible. Il y a aussi, je voulais juste Vas-y. Il y a un autre modèle que je n'ai pas présenté qui existe aussi, qui est les entreprises d'insertion qui vont travailler avec des gens éloignés du marché du travail. Ce n'est pas toujours le cas, loin de là, des personnes vieillissantes, mais ça pourrait être le cas, par exemple, de quelqu'un qui a été longtemps en dehors du marché du travail, qui veut y retourner, mais dont l'expérience est complètement caduque. Ce genre d'entreprise-là aussi peut aider. Mais bon, à la base, le modèle peut s'appliquer à toutes sortes de missions. Donc, si je voulais ajouter à François, c'est au niveau des entreprises sociales, quand vous dites est-ce que ça peut rejoindre plusieurs populations différentes, présentement, nous, on travaille autant avec des immigrants et des immigrantes qui vivent la dure réalité que quand ils viennent pour appliquer un emploi, on n'a pas d'expérience canadienne, donc on ne se fait pas embaucher. Donc, ce qu'ils font, c'est que très souvent, ils vont s'associer soit pour créer leur propre coopérative puis mettre à profit leur talent, ou soit qu'ils seront embauchés dans une entreprise sociale, puis encore là, ça va être dans une stratégie d'insertion socio-économique, d'insertion à l'emploi. On voit aussi beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat collectif, à l'entrepreneuriat social, et encore là, il y a plein d'outils qui sont adaptés autant pour les immigrants, les jeunes, on voit aussi les femmes, et pour la population vieillissante, présentement, moi, j'accompagne 2 organisations de personnes en âge avancé, mais avec beaucoup de sagesse, qui gèrent leur propre entreprise sociale. Il y a le Centre Pauline Charon, ici à Ottawa, qui sont en train de créer, de transformer leur petite cuisine collective en entreprise, en cuisine plus commerciale pour créer encore là des emplois pour des bénévoles qui venaient travailler quelques heures semaine, mais c'est des bénévoles qui ont besoin d'un revenu d'appoint. C'est pas tout le monde qui ont des gros fonds de pension, puis donc ils peuvent avoir une belle vie, puis ils se retrouvent en âge avancé, sous le seuil de la pauvreté ou très près. Donc, il y a des espaces comme ça où est-ce que les gens, il y a plein d'expériences qu'on pourrait partager. À Kapuskasing, c'est un groupe aussi qui ont créé un espace, ils louent des salles, ils organisent des événements, mais ils ont créé une menuiserie. Puis ils font des contrats dans leur région pour encore là générer des revenus. Puis il y a eu aussi des femmes aînées qui maîtrisaient beaucoup l'artisanat, qui, dans leur petit patelin, tout le monde avait acheté les pantoufles, puis le tissage, tout ça, mais
sur une échelle plus grande, comme exemple à l'échelle provinciale, ils ont créé une coopérative des artisanes où est-ce qu'ils ont fait circuler leurs produits d'artisanat pour essayer de les vendre davantage, encore là pour se créer des revenus d'appoint pour elles-mêmes, chacune des membres de la coopérative, mais aussi réinvestir dans cette mission sociale-là parce que la coopérative est en lien avec une organisation provinciale qui travaille à la défense des droits des femmes aînées en Ontario. Donc, on en a plein de modèles, puis oui, la population vieillissante est aussi actrice dans cette équation-là, dans cette équation économique. Merci beaucoup. Vous avez très bien complété dans vos deux réponses, je pense, le spectrum de considération, mais aussi les opportunités, puis les différents exemples qu'on peut tirer d'autres projets ou modèles. Je voulais bâtir un peu sur cette première question parce que j'entendais des mots-clés qui se penchaient un peu dans la deuxième question. Vous avez mentionné insertion, vous avez mentionné aussi le mot tremplin. Et puis, un ou une participante posait la question de savoir est-ce que le modèle d'entreprise sociale sert comme un tremplin pour que les personnes qui ont des difficultés de trouver un emploi dans le modèle ordinaire puissent ensuite se retrouver dans le modèle ordinaire ou, selon votre expérience, est-ce que les gens qui commencent à travailler dans le modèle d'entreprise sociale tendent à y rester? Et donc, au sens plus large, on parlait un peu de la rétention du talent. Donc, si on investit dans le développement du talent, est-ce qu'on est en mesure de le retenir dans un modèle d'entreprise sociale? Je peux peut-être faire un petit bout là-dessus. Dans le modèle des entreprises adaptées, on parle de personnes qui ont des handicaps et qui habituellement ne disparaîtront pas, donc il y a une rétention en emploi. Dans le modèle des entreprises d'insertion, lui, est complètement différent parce que les entreprises d'insertion, c'est un parcours. On prend les gens éloignés du marché du travail, on leur donne une formation, on leur donne une expérience d'emploi gratifiante et à la fin, ils doivent se trouver quelque chose d'autre. Le succès est assez bon, les taux de placement sont autour de 80%. Et donc, mais ça, c'est un parcours qui mène vers d'autres choses. Et ce d'autres choses-là est, dans quasiment tous les cas, dans une entreprise dite normale, une entreprise privée, ou même, ça donne qu'il y a quelques jours, c'était l'Assemblée générale des entreprises d'insertion du Québec, et il y a eu un témoignage d'une femme comme ça qui était éloignée du marché du travail, qui n'avait pas travaillé pendant des années, qui avait été sur l'aide sociale, qui a fait un parcours dans une entreprise qui fait, si je me souviens bien, de l'emballage. Mais cette expérience de travail-là lui a permis de trouver un emploi qui n'a aucun rapport avec l'emballage. Aujourd'hui, elle travaille à Emploi Québec et elle sert des personnes sur l'aide sociale. Bref, elle sert la personne qu'elle était il y a quelques années. Alors, oui, ça mène vers autre chose et ce modèle-là de fonctionnement fonctionne assez bien. Et juste en complément, François, c'est que je vais reprendre mon exemple au niveau de l'immigration, par exemple, quand les gens ne seront pas embauchés parce qu'ils n'ont pas l'expérience canadienne ou qu'on n'a pas reconnu leurs acquis en sol canadien pour vraiment les intégrer là, dans les différents emplois ici, ben oui, l'entreprise d'économie sociale peut leur offrir ce tremplin-là. Parce qu'après avoir travaillé quelques mois ou une année au sein de l'entreprise, ils ont l'expérience canadienne. L'entreprise avait une approche beaucoup plus inclusive, permet la création d'emplois à cette personne-là et avec cette expérience-là, elle peut après ça postuler pour d'autres emplois. Donc, François, tu as très bien répondu. Il y en a que c'est vraiment, ils vont rester dans le contexte de l'entreprise pour différentes raisons, puis je ne vais pas répéter ce que François dit. Puis il y en a d'autres réellement, ça va les amener ailleurs. Et c'est pas toutes les provinces et les territoires qui ont les mêmes programmes d'appui pour les entreprises d'insertion ou les entreprises adaptées. Donc, parfois, on ne les appelle pas comme ça, mais les entreprises adhèrent à ces principes-là d'inclusion sociale, puis ils vont faire de la place dans leur masse salariale pour qu'il y ait des personnes qui vivent davantage de problèmes à l'emploi. Puis je pense que Convex est un bon exemple dans sa diversité de réalité au niveau des employés qui s'y retrouvent. Mais il y a beaucoup d'innovation d'un bout à l'autre du Canada pour créer des emplois de qualité qui favorisent réellement l'insertion des personnes, pas juste en emploi, mais aussi dans leur communauté. Oui, puis si je peux rajouter, moi aussi,
Au tout début, Convex avait été créé dans la pensée que les gens ils demeureraient toujours à l'emploi de groupe Convex. Par contre, on a le taux de succès n'est pas très élevé, mais on a quelques scénarios où, par exemple, le conducteur ou l'aide-conducteur dans le camion cube à Recyclaction sur sa route s'est vu offrir un offre d'emploi dans une manufacture ici à Hawkesbury. Et puis, il est parti depuis, ça doit faire maintenant 3-4 ans, puis ça va bien. Mm. Si je retiens un peu les différents éléments que vous avez répondu collectivement, c'est l'idée de fournir d'autres options, puis nécessairement, il y a des gens qui vont rester dans un modèle, il y en a d'autres, ça va fournir des opportunités de continuer à évoluer, à grandir, mais bref, il y a opportunité de voir un continuum et une complémentarité, si on veut, entre les différents modèles qui fonctionnent ensemble. Et oui, l'innovation est là, hein, Samuel. Les gens, quand je disais tout à l'heure, un principe, c'est de vraiment répondre à un besoin. Si dans une communauté comme Convex Office, il y a des travailleurs sociaux au début qui se sont transformés en entrepreneurs collectifs, ils ont vu un besoin et puis ils ont dit comment on peut vraiment y répondre. Puis ils ont travaillé avec tous les acteurs de leur communauté pour réaliser la première entreprise, puis finalement ils en ont 9. Donc la recette fonctionne, mais il faut réellement puis là, on voit vraiment toutes sortes d'hybrides qui se créent, toujours en respect des lois, mais d'hybrides qui se créent un bout à l'autre du pays pour vraiment créer des emplois pour tous et pour toutes dans nos communautés. Un bon point en termes de l'innovation, puis aussi du rappel qu'il y a des personnes aussi du marché typique aussi qui décident de sauter en entreprise sociale ou autre. Là, je constate aussi que, évidemment, on est un groupe de convaincus, au moins en termes de la gestion du projet, du groupe de présentateurs et présentatrices, mais imaginons des gens qui sont peut-être sur le bord de la clôture, ils ne sont pas vraiment certains ou convaincus encore à propos de ce modèle. Puis, en particulier, il y a une question qui nous avait été posée, à savoir, est-ce que ce modèle d'entreprise sociale ne détourne pas de l'objectif d'insertion professionnelle? Puis, François, vous avez pu faire la différence un peu, mais j'aimerais juste voir si on peut approfondir comment, encore une fois, ce n'est pas un ou l'autre, mais il y a un élément de complémentarité. Tu veux y aller, François, je vais ajouter, ou Chantal? Oh, j'étais sur le mute, ça va pas bien. Tu peux y aller, Ethel. Ben, écoutez, souvent quand je dis aux sceptiques là, de ce monde, j'aime bien François, c'est souvent comme ça que je le présente, l'économie, elle est plurielle. Dans chacune des formes d'économie, qu'elle soit privée, publique ou sociale, il y a des pratiques qui ont de l'impact dans la communauté. Quand on regarde les personnes qui sont marginalisées par l'emploi, qui ont des barrières à l'emploi, et qu'ils l'ont toujours été, puis que tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a des stratégies qui font réellement une différence. À mon avis, il y a de quoi explorer davantage ces stratégies-là. Puis surtout quand François vous dit les statistiques qui prouvent que ces personnes-là réellement améliorent leur qualité de vie, améliorent leur intégration dans leur communauté, puis ont une satisfaction de faire partie de l'équation économique, donc de faire partie de l'entreprise, d'avoir une job, puis de se sentir valorisé là-dedans. À mon avis, ça met en lumière tout le bienfait de cette stratégie-là. Donc, quand on reconnaît que l'économie est plurielle, puis on fait beaucoup de plaidoyer pour l'expliquer, j'ai eu à convaincre des économistes du Répur qui ne levaient le nez sur l'économie sociale et les entreprises d'économie sociale, mais quand je leur disais, non, identifions des petits problèmes, là, puis des gros problèmes dans votre communauté, dans votre village, dans votre quartier, dans votre ruralité, qui va répondre à ça? La grande entreprise va arriver, tu vas régler ces problèmes-là, va réellement embaucher les personnes qui sont marginalisées par l'emploi? Peut-être oui, un certain nombre, mais peut-être pas autant qu'on en a besoin d'être embauché. Et quand l'entreprise d'économie sociale propose aussi des stratégies qui réussissent à faire une différence, pourquoi pas les soutenir? Donc, à quelque part, ce que je veux dire, c'est qu'on ne vend pas plus une économie que l'autre. On y adhère parce qu'on croit dans les valeurs et les principes, mais chaque économie a un certain impact. C'est sûr que nous, on est dans une logique de créer de la richesse dans nos communautés, puis créer de la richesse dans les personnes, tout en valorisant leurs talents et leurs compétences. Et ça marche. Donc, c'est sûr qu'en donnant les exemples comme Chantal et François ont fait aujourd'hui, c'est une façon de prouver que ça fonctionne.
Est-ce qu'il y avait d'autres points à rajouter? Merci, Ethel. Est-ce que François et Chantal, vous vouliez rajouter? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? Tout était là. C'est ça. Je sais, Ethel fait bien arrondir et résume très bien, je pense. Puis je me demandais si on avait peut-être le temps de répondre à une dernière question avant de conclure. C'est une question qu'on voit souvent, puis dans un forum récent qu'on avait organisé ici à Ottawa, on avait pu approfondir, mais en termes des exigences financières. C'est quoi votre expérience ou l'avis en termes du fonctionnement d'entreprise sociale lorsqu'on se soumet à des exigences de finances extérieures? Dans un modèle typique, on pourrait imaginer que toute la gestion des résultats, du rendement, les objectifs, comment est-ce que ça l'arrime dans un modèle d'entreprise sociale? Et puis, quelles pourraient être des pistes de solutions ou de suggestions pour s'y prendre en bonne main? De mon expérience à Chantal, vas-y. je dirais que c'est important de justement avoir accès à différentes sources de financement. Puis pour nous, la survie de Groupe Convexe, c'est très important de rédiger des demandes de subventions année après année. Moi, j'ajouterais, c'est sûr que de viser une diversification financière, de ne pas dépendre soit juste des subventions ou de juste générer nos propres revenus quand il y a les hauts et les bas dans le marché. Là. La diversification financière peut aider, mais il faut d'abord et avant tout aussi développer notre culture entrepreneuriale au sein de notre organisme, notre agence, pour avoir cette capacité-là d'avoir le goût de parfois prendre des décisions un petit peu plus risquées, tout en calculant les risques, puis vraiment entreprendre. Mais il faut, on l'a dit, autant François et moi, et même Chantal par son exemple, il faut que le modèle d'affaires il tienne la route. Là. On n'est pas en train de faire des passe-droits, d'inventer des petites entreprises qui vont durer le temps d'un champignon, puis après ça, ils vont crever, puis on va créer des fausses attentes dans la communauté. Non, on fait nos devoirs. Les gens qui créent des entreprises d'économie sociale, qui se mettent ensemble, une agence qui décide d'entreprendre cette trajectoire-là, comme le groupe des travailleurs sociaux, après 4 ans, qui ont décidé de créer des entreprises d'économie sociale et de voir à les incorporer, c'est parce qu'ils voulaient du durable, ils voulaient du périn, ils voulaient vraiment créer des mécanismes qui s'intègrent à l'économie, qui créent de la richesse dans la communauté et chez les personnes, mais qui font une différence. Donc, il faut que les modèles d'affaires soient solides, il faut que ça soit rentable et viable. Et oui, ça donne que dans certaines régions du Canada, la diversification financière n'est pas toujours évidente, mais il faut la faire pour, encore là, se donner la chance d'avoir plus d'une entrée d'argent pour payer toutes nos obligations. Il faut payer nos salaires, il faut payer les taxes sur les produits qu'on va acheter, il faut. Donc, il faut être responsable. Il faut que le modèle d'affaires tienne la route et c'est pour ça qu'il y a des organismes, autant au Québec, les coopératives de développement régional, les structures d'appui au développement d'entreprises collectives. Hors Québec, il y a le mouvement coopératif, il y a des organismes comme les CNES, l'Institut de l'entreprise sociale, Réseau canadien de développement économique communautaire. On est toutes des entités où est-ce qu'on forme, on informe, on accompagne. Puis parfois même, certains d'entre nous gèrent des fonds pour donner le financement approprié, mix subvention ou prêt, ou petite subvention de démarrage pour donner la chance de réaliser leur rêve d'affaires, leur rêve collectif d'affaires. Mais il faut que le modèle d'affaires tienne la route, sinon, on ne peut pas répondre à nos exigences financières si l'entreprise est broche à foin. Exactement. Donc, ça peut faire peur des fois, mais c'est un incontournable. Il y a des exemples, c'est possible de le faire, mais il faut le bâtir comme il faut dès le départ. Surtout, Samuel, c'est agréable parce qu'on fait partie de d'une vraie solution qui marche pour vrai. Et on a vraiment du plaisir à créer ensemble. Oui. Donc, l'idée de bâtir une bonne fondation pour bâtir quelque chose qui est je dirais en bon terme acadien, sustainable. C'est ça. Donc, sur cette note-là, je veux vraiment vous remercier, Chantal, Ethel et François, d'avoir ensemble peint un beau portrait en termes des différentes tendances et différents modèles et exemples. Vos expériences et votre expertise ont été vraiment sans prix, si on veut le dire. Et puis, pour conclure, j'aimerais inviter les participants à remplir un sondage qui vous sera envoyé par courriel suivant la présentation webinaire, c'est-à-dire qu'on va vous envoyer une note de remerciement et on vous inviterait à faire parvenir vos commentaires. Bien sûr, je désire encore vous remercier
une fois, Ethel, Chantal et François, d'avoir partagé votre expérience avec nous et vraiment fourni d'autres exemples pour motiver d'autres personnes à continuer sur ce modèle d'entreprise sociale. Et enfin, comme me rappelait Ethel, souvent pour les francophones, c'est difficile d'accéder aux ressources en français. Vous pouvez accéder au webinaire archivé de la Commission de la santé mentale sur notre site web et consulter les maintes autres webinaires qui ont déjà été livrés en français. Et bien sûr, ce sont toujours des ressources gratuites. Donc, on vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Merci. Bientôt. Merci. Merci.